de l'OTAN. Alors la position officielle était solidarité avec la France. Mais nous, en tant qu'étudiants, nous n'étions pas le gouvernement américain. Et on avait quand même, enfin c'était évident que ce sort de colonialisme ne marchait plus et qu'il fallait en finir avec. Il y avait déjà Vietnam et enfin il y aurait aussi un autre Vietnam américain, c'est une autre chose. Là aussi, j'ai pris position bien sûr contre la guerre américaine au Vietnam et même plus récemment contre la guerre au Irak. C'est toujours la même ligne, mais parfois c'est minoritaire aux États-Unis à cause d'autres raisons de réelle politique, et parfois c'est majoritaire parce que c'est l'Amérique profonde, c'est nos traditions historiques qui sont anticolonialistes. D'autres questions? Oui. Monsieur Moore, merci beaucoup. Je suis Fodil Moumala. Je vais vous poser, et j'essaierai de poser également une question à ceux qui étaient à la tête de l'UGEMA essentiellement, et je parle sous leur contrôle. C'est juste pour vérifier un certain nombre d'informations qui nous ont été communiquées, nous, génération post-indépendance, n'est-ce pas, sur cette question de l'UGEMA et du mouvement étudiantin en général. Ne pensez-vous pas, et je m'adresse à vous ainsi qu'à M. Jalal, à M. Merli, à M. Rida Malek, ne pensez-vous pas que l'UGEMA, qui est un mouvement extraordinaire, ainsi que le mouvement de la grève illimitée une année après, n'avait pas caché un mouvement autre, un mouvement estudiantin d'avant même le déclenchement de la guerre de libération. Parce qu'en Algérie aujourd'hui, dès qu'on commence à parler du rôle des étudiants dans le mouvement révolutionnaire, on parle de ce mouvement à partir de la création de l'UGEMA et à partir de la grève illimitée. C'est comme si les étudiants d'avant n'avaient joué aucun rôle. Et de l'autre côté, ne pensez-vous pas qu'il y a eu pendant cette période qui va de 55 à 61, réellement, et là je parle selon des témoignages que j'ai enregistrés moi-même avec des anciens, des étudiants particulièrement, ne pensez-vous pas que réellement il y avait une guerre idéologique entre les étudiants qui composaient l'UGEMA en Europe et en Amérique du Nord contre les étudiants du Moyen-Orient? C'est-à-dire que la révolution envoyait à étudier au Moyen-Orient. Il y avait une sorte de légitimité différente. Il y avait une sorte de guerre à l'intérieur de légitimation du groupe, etc. etc. D'autant plus que dans votre intervention, on n'a pas entendu parler du rôle de ces étudiants qui étaient au Moyen-Orient, qui étaient d'ailleurs nombreux. Peut-être qu'ils n'étaient pas au même nombre que ceux qui étaient en France, en Suisse ou ailleurs, mais le nombre, vous n'avez pas cité du tout ce rôle. Voilà, grosso modo, ce conflit arabisant, francisant, culture, pas culture, est-ce que ça n'existait pas? Parce qu'il y a des témoignages qui prouvent le contraire. Merci. Je crois que pour la première question, Barclay l'a répondu un peu. Bien sûr, il y avait une histoire des étudiants algériens avant la création de l'UGEMA. Il vient de vous l'expliquer, enfin, il pourrait continuer. Quant à la deuxième question, franchement, je ne suis pas en position de pouvoir répondre, et malheureusement, Ali Abdoulaoui, qui s'occupait, je sais, des étudiants de l'Orient, n'est pas ici pour en parler. Mais il y a dans le livre, il y a certains récits. J'avais essayé justement de comprendre un peu l'autre côté, ce qui se passait au Caire et un peu au Moyen-Orient. Et il y a un chapitre, enfin, des réponses de certains responsables de l'UGEMA de l'époque. Je ne sais pas si Djeloul, tu peux répondre encore un peu plus, mais je dirais simplement en tant qu'étranger qu'il est dangereux de mettre
l'optique actuelle, toutes les choses qui se sont passées les dernières 10 ans, 20 ans, pour interpréter un passé où c'était un peu différent, où il n'y avait peut-être pas les mêmes conflits qui se sont développés ensuite, plus tard. Bon, on va passer la parole à Simpson qui va répondre. Je voudrais juste préciser un point. Donc, en ce qui concerne la première question, est-ce que les étudiants existaient dans le domaine politique, si je puis dire, avant la création du GEMA? Non, c'est clair qu'ils ont existé déjà, donc, ne serait-ce que par l'AEMAN d'Alger, au début, les AEMNA en France. Je signale au passage que l'AEMAN d'Alger, qui au début a été créé en tant qu'amicale des étudiants, etc., est devenue association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord du temps de Farhad Abbas, qui a été président de l'AEMAN d'Alger. Il y a eu aussi de grands noms politiques des différents partis, Moustapha El-Choukri pour ne citer que celui-là que j'ai à la mémoire, ont été responsables aussi dans l'AEMAN. Donc l'AEMAN a joué, les étudiants algériens ont joué un rôle politique, aussi bien, là aussi pour revenir à la deuxième question pour laquelle Simpson va répondre, là aussi il y avait aussi bien donc l'AEMAN que les lycéens qui commençaient à se créer un peu partout, des associations de lycéens, et il y avait aussi les étudiants arabisants qui se trouvaient avec les médecins du Maïs al-Ulama, comme dans le Hadith, etc., et aussi au Moyen-Orient, qui ont joué un rôle important dans la vie politique algérienne pour la lutte pour l'indépendance, avant même la création du GEMA et avant même le 1er novembre 1954. Je cite au passage que, par exemple, il y a eu un congrès important de l'AEMAN qui s'est tenu à Tlemcen en 1935 et où a participé Moufti Zakaria, où ont participé de grands noms politiques. Bon, maintenant le problème entre étudiants arabisants, étudiants francophones, etc. Je signale au passage seulement que dans les interviews faites par M. Moore, il a également interviewé des anciens responsables étudiants, des étudiants algériens qui étaient au Moyen-Orient. Il y a aussi, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et sur le fond du problème, c'est ce que je voulais donner. Je voudrais aller dans le sens de la démonstration qui vient d'être faite par mes amis Moore et Clem Moore et Djeloul. Le mouvement étudiant nord-africain n'est pas d'hier, il date de 1919. Donc par conséquent, il y avait un parallélisme parfait entre le développement du nationalisme nord-africain avec le développement du mouvement étudiant. Et pour illustrer cet état de fait, tous les dirigeants qu'on a connus à travers l'histoire contemporaine, et parmi eux un des plus célèbres, comme Bourguiba par exemple, ont tous transité par l'association des étudiants, par les AEMAN. Donc par conséquent, les associations estudiantiles étaient des foyers culturels peut-être sur le plan formel, mais qui étaient profondément travaillés par les courants politiques nationalistes. Et maintenant, on va faire une révélation qui peut-être, avant chaque élection des AEMAN, il y avait la réunion de 3 partis politiques. La section du Néo-Destour, la section du PPA et la section de l'Istiklal. L'Istiklal Mourabi. C'est après la réunion, après la désignation de nos candidats aux élections de l'AEMAN, ce n'est qu'après la réunion des partis politiques. Nous étions en quelque sorte les représentants des partis politiques en France, je parle en France, des représentants des partis. Mais les élections se passaient normalement. Il y avait d'autres qui se présentaient. Il y avait le Parti communiste, par exemple, présentait ses candidats. Mais il y avait une coordination très étroite entre les partis politiques nord-africains et les étudiants dans le cadre des associations estudiantiles, que ce soit à Paris, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux et partout ailleurs. Inutile de vous dire que nous étions
toujours vainqueur, puisque majoritairement, les étudiants musulmans, algériens, tunisiens et marocains étaient dans la mouvance nationaliste. Le deuxième élément, et la présidence par roulement. Ah oui, la présidence par roulement, les présidences des associations estudiantiles nord-africaines se faisaient par roulement chaque année. Un Tunisien, un Marocain et un Algérien, et c'était toujours des représentants, des militants des partis politiques, MTLD-PPA, Néo-Destour et Istiqlal. Voilà les trois partis qui dominaient d'une façon constante et permanente les organisations estudiantiles nord-africaines en France, notamment à Paris. Maintenant, pour ce qui concerne l'UGMA et la question des sections des arabophones et des francophones, là aussi ça a été, je crois qu'il y a eu un très grave malentendu. C'est que le problème qui s'est posé à nous, pourquoi rapidement nous avons créé toute une série de sections francophones le plus rapidement possible, pour la raison très simple que la plus grande majorité de nos étudiants étaient en France et que, mis dans une situation d'insécurité totale, ils avaient pour la plupart reflué vers la Suisse et vers les pays occidentaux, vers la Belgique, vers la Suisse, vers l'Allemagne, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que, initialement, dès le départ, on a commencé par mettre sur place ces sections qui devaient les recueillir, qui devaient les organiser à tout point de vue, à la fois sur le plan universitaire et sur le plan politique. Mais nous avons très rapidement entrepris des contacts très étroits avec les grandes sections de nos étudiants qui se trouvaient au Moyen-Orient, notamment au Caire. Et nous avions un camarade qui était parmi les plus grands responsables, rahimahullah, c'est Abdelkader Belkacem. Il y avait Issa Boudief qui était au Caire, et avec lesquels nous avons eu une coopération extrêmement étroite, et ils étaient associés à toutes les réunions, malgré pas mal de difficultés, pas mal de réticences. Beaucoup estimaient qu'il fallait rester dans un cadre arabe et ne pas créer d'association nationale, parce qu'il y avait déjà l'association des étudiants arabes qui existait. Tandis que nous avons pensé, comme l'a expliqué tout à l'heure Gilles Loul, que compte tenu de l'évolution historique de nos pays respectifs, il nous fallait des unités de combat nationales, puisque les Tunisiens ont créé l'UGET, nous avons créé l'UGMA, et une année plus tard que nous, l'Union nationale des étudiants marocains. Petit à petit, ce problème, moi-même, j'ai eu le privilège d'aller faire une grande tournée au Moyen-Orient. J'ai rencontré toutes nos sections et j'ai constaté qu'il y avait peut-être un petit malentendu, qu'il y avait peut-être des arrière-pensées, mais qu'en fin de compte, ils ont fini par adhérer pleinement, puis ils étaient déjà adhérents, mais adhérer du point de vue psychologique, accepter et vouloir contribuer à la lutte dans le cadre de l'UGMA. Et si nous reprenions les listes des comités directeurs, vous verriez qu'un très grand nombre de membres du comité directeur de l'UGMA, et notamment le troisième comité directeur, étaient composés par des étudiants en provenance du Moyen-Orient. Donc par conséquent, ce problème a existé, vous avez parfaitement raison, il y a eu toujours une certaine frilosité, une certaine méfiance peut-être, mais petit à petit, nous avons pu résorber dans l'action et dans la lutte ces difficultés qui ont été transcendées par la suite, et l'UGMA est devenu un élément cohérent où beaucoup d'étudiants du Moyen-Orient ont assumé de très hautes responsabilités. Voilà ce que j'ai. Je voudrais juste illustrer ce que vient de dire M. Rode
en informant que déjà au deuxième congrès, bon, le congrès constitutif était parti à partir d'Alger et des Unités de France, mais déjà au deuxième congrès, en mars 1956, il y avait la participation des étudiants algériens du Maroc et de la Tunisie, et en particulier pour la Tunisie, il y avait Aïssa Mesroudi, qui n'a rien d'être francophone, qui est un arabophone plein, c'est et il a participé. Et donc, comme il a dit, il ne fallait pas attendre le 4e comité directeur, mais on a eu des représentants au second congrès. Pour les autres, je crois qu'il ne faut pas faire l'opposition arabophone, francophone, mais c'est plutôt, comme l'a expliqué Simsud, c'est la conjoncture dans laquelle vivaient les étudiants du Moyen-Orient par rapport à ceux qui vivaient en France ou en Afrique du Nord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une dame là-bas. Non, quelqu'un? Oui. Merci. Bienvenue en Algérie et je voudrais vous poser des questions sur votre travail à l'université. Bon, moi je suis universitaire. Je voudrais savoir sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous travaillez toujours sur ces questions? Et en dehors de vous, est-ce qu'il y a des laboratoires, est-ce qu'il y a des équipes, est-ce qu'il y a d'autres Américains qui travaillent sur les questions de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie? Parce qu'on cherche beaucoup d'informations. Une fois, j'ai cherché par exemple sur Jamil Abou Khaled, j'ai trouvé qu'une Américaine qui a fait beaucoup de travaux sur Jamil Abou Khaled, de thèses, etc. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des laboratoires en dehors de vous qui travaillent sur les questions de l'histoire de l'Algérie et quel type de questions? Voilà, bon, à l'Université du Texas, je crois que nous sommes 3 qui s'intéressent à l'Afrique du Nord. Il y a une sociologue d'origine tunisienne, il y a un historien, Benjamin Brower, qui vient d'écrire un très joli livre sur la situation coloniale en Algérie, l'agrandissement de l'Algérie par étapes, la colonisation française, enfin c'est un travail d'histoire très sérieux. Il y a, enfin c'est pas tellement de gens, mais il y a dans toutes les grandes universités au moins deux personnes ou 3 qui s'occupent un peu de l'Afrique du Nord. Il y en a beaucoup plus, je crois, qui se penchent vers l'Égypte, le Liban, le Mashraq. Mais quand même, l'Afrique du Nord est reconnue. Nous avons un journal, Journal of North African Studies, qui est spécialisé dans les études nord-africaines. Il y a une association, d'ailleurs, le directeur du Centre d'études maghrébines en Algérie est ici présent, Bobby Parks, tu peux... Et c'est-à-dire il y a une bonne association de chercheurs, de professeurs qui s'intéressent à l'Afrique du Nord. Maintenant, quant à moi, le dernier livre universitaire qui vient de sortir, c'est l'économie politique. D'ailleurs, je vais demain au Mercure, il y a une séance avec El Watan, où je vais discuter de ça, où c'est pas simplement le Maghreb, c'est aussi bien l'Égypte, la Turquie, enfin je m'intéresse aux pays en général du Moyen-Orient, aussi bien que l'Afrique du Nord. Mais il y a des spécialistes, surtout en histoire, aussi anthropologie et sociologie, qui s'en occupent. J'espère que j'ai répondu. Voilà. Encore de Bujema. Concernant le problème du M. Tu dois t'annoncer puisque tu fais partie de... Je suis Medjaoui, un ancien aussi de l'UGMA. Concernant le M, moi je vais ajouter une petite information.
les gens qui étaient contre le M, ce n'étaient pas seulement les étudiants algériens en France par exemple, ou bien en Orient. Les étudiants européens, la Gaillarde a fait une réunion avec le comité des représentants du comité de l'UGMA d'Alger pour dire pourquoi vous ajoutez le M. Et nous, on est aussi des Algériens. La Gaillarde, en tant que représentant des étudiants de droite et d'acroate, contre l'indépendance de l'Algérie. Et il trouvait que ajouter le M, c'est déjà se démarquer de la France et de... Donc le problème du M, c'est pas seulement le côté religieux qui était mis en avant. D'autant que beaucoup de nos camarades qui étaient voyaient d'un mauvais œil qu'on ajoute le M parce qu'ils étaient influencés par les idées où il fallait mettre en avant la nation plutôt que l'islam. Donc c'est un problème très compliqué et les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils voient les problèmes d'hier à la lumière de ce qui existe aujourd'hui. Voilà ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Bonjour, monsieur Kess, journaliste. Je voudrais savoir dans l'organisation de l'UGMA, combien d'étudiants qui ont péri le maquis quand il y a eu vraiment le mouvement de cette organisation. Merci. À vrai dire, comme vient de confirmer M. on n'a pas de statistiques sur ce plan-là. Ce que je peux citer comme chiffre, c'est d'abord le nombre d'étudiants à l'époque. Pour rejoindre ce que vient de dire Medjaoui, l'histoire du M, ça avait aussi un aspect purement arithmétique, si l'on peut dire. Parce qu'à l'université d'Alger, il y avait 5000 étudiants, dans lesquels il n'y avait que 500 Algériens. Donc, il y avait déjà l'AG d'Alger, l'Association Générale des étudiants de l'Université d'Alger, et où, évidemment, ils étaient majoritaires. Si on devait créer une association d'étudiants d'Alger, ou d'Algérie qui était à Alger, et ils seraient minoritaires. Donc, on n'avait aucune raison de créer. On a créé ça en précisant qu'il s'agissait uniquement de ce que nous considérons comme musulmans. Et c'est à partir de cette idée que la même chose a été réalisée donc, en France, dans différentes universités. Maintenant, pour revenir donc à la situation au moment de l'appel de la grève, le nombre total d'étudiants algériens qui se trouvaient entre l'université d'Alger et les différentes universités de France, Maroc et Tunisie compris, il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs, d'étudiants, je ne parle pas d'eux, avoisinaient les 1500. Il y a à peu près 500 à Alger et 1000 dans toutes les universités de France et y compris en Tunisie et au Maroc, il n'y en avait pas beaucoup. Au moment de l'appel à la grève, la grève a été suivie pratiquement avec la quasi-unanimité. Il y a eu quelques cas qui ont refusé, qui n'ont pas fait la grève, mais c'est vraiment ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Et donc, beaucoup d'entre eux ont immédiatement rejoint, et en particulier ceux des branches qui étaient stratégiquement très importantes et dont on avait besoin immédiatement, les étudiants en médecine. Il y a eu beaucoup d'étudiants en médecine, non seulement à partir d'Alger, mais également de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux, un peu partout, il y a des noms. Il y a eu également les autres étudiants qui ont rejoint l'organisation OCFLN, soit sur place, soit qui sont allés au Maroc ou en Tunisie. La plupart transitaient donc par le Maroc et la Tunisie avec l'intention de rentrer en Algérie, mais se mettaient à la disposition, donc à l'époque, du CCE et des autorités locales en Tunisie et au Maroc. Les statistiques, on n'a jamais pu
avoir des statistiques précises, surtout sur le nombre, pas de ceux qui ont rejoint, mais de ceux qui sont morts. Parce qu'il y en a eu, et il y en a eu les statistiques que j'ai eu l'occasion de voir quelque part en ce qui concerne. Mais là, il y a un mélange, il faut le reconnaître, entre les étudiants et les lycéens. Parce que là, l'appel d'Alger était organisé au sein de l'UGMA, mais comme on a rappelé tout à l'heure le camarade, il y avait beaucoup de lycéens et de lycéennes, et donc de collégiens et collégiennes, et qui ont rejoint le maquis ou qui ont rejoint les organisations donc, politiques du FLN à l'époque. Et il y a eu, en tout cas, des gens donc, qui ont rejoint à cette époque-là facilement entre 2500 ou 3000 personnes qui ont rejoint, mais en comprenant également les lycéens des classes terminales. On n'a pas... Si ça veut peut-être ajouter quelque chose. Je me rappelle aussi avoir parlé avec le feu docteur Mouloud Balawan, qui me disait il y a 2 ans, quand je l'ai visité à Genève, que justement il était président de l'UGMA, mais il voulait en finir aussi vite que possible parce qu'il n'avait envie qu'aller au maquis. C'est simplement une petite note d'histoire pour quelqu'un qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Bon, il faut quand même rendre hommage, n'est-ce pas, à notre ami Moore pour ce travail de mémoire qu'il vient de nous présenter. Et nous en avons besoin pour aller encore plus loin et régler par exemple ce problème du rôle des étudiants dans la Révolution et arriver à s'élever pas d'une façon tout à fait exhaustive, mais tout de même, on peut arriver à donner des chiffres. Parce que toute proportion gardée, la catégorie des étudiants, c'est la catégorie qui a donné le plus de chouhada à l'Algérie, en tant que catégorie. Et ça, on peut proportionnellement. Donc ça, c'est... Et n'oublions pas qu'il y avait des gens comme Bombatouche que vous avez cité, Blarbi qui était membre du comité, INAL, etc. Bon. Mais je voudrais revenir, si vous permettez, sur la question, puisqu'on est dans l'UGMA, parler un peu de ce M. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la confusion sur cette question. Le problème du M est un problème qui a des racines très profondes, des racines politiques et stratégiques d'une importance majeure. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, comme l'a dit tout à l'heure Jebloul Barli, d'un problème d'identité. Or, cette identité, qui est celle de l'Algérie, cette identité était niée, était remise en cause. On nous disait qu'il n'y avait pas de peuple algérien. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de nation algérienne, mais même le peuple algérien, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui existait? Il existe des populations disparates sur le territoire algérien. Il y a les Kabyles, il y a les Arabes de Cordoue, il y a les Arabes de Beni Hillel, il y a les Mozabites, il y a les Touaregs, on a voulu ce que j'ai appelé dans une brochure que j'ai écrite en 1955 à l'occasion de la conférence préparatoire de l'UGMA, où j'ai parlé de l'Algérie habit d'arlequin. L'Algérie n'est pas un habit d'arlequin. L'Algérie est un peuple déjà constitué et qui va devenir une nation moderne. Alors, ces cloisonnements qu'on a voulu créer artificiellement, n'est-ce pas, doivent être mis de côté. Voilà la question. Alors, le débat a eu lieu lorsqu'il s'agissait de créer pour les étudiants algériens musulmans, parce qu'il y avait des Européens, ils étaient 1 million d'Européens
en Algérie, et à l'époque, il y avait 9 millions de musulmans. Et les Français n'aimaient pas qu'on dise algériens, ils disaient musulmans. Ils disaient musulmans. Alors, donc, on niait la nationalité. On préférait donner l'étiquette confessionnelle. Et là, le problème qui s'est posé, c'était le problème de l'identité. Pour une fois que les étudiants algériens, après les organisations, comme vous avez dit, nord-africaines, hein, les étudiants musulmans d'Afrique du Nord, on avait dépassé ce stade parce que plus le mouvement indépendantiste avance en Afrique du Nord et plus l'organisation devient plus précise, plus serrée. Les étudiants tunisiens l'ont compris, ils ont tout de suite créé, au moment où la Tunisie allait vers l'indépendance, ils ont créé l'UGET. Alors les Algériens, eux aussi, ont créé l'UGET. Mais ils ont mis le M, il y a eu toute une bagarre là-dessus, parce qu'on niait l'identité. Alors, le M là, ce M, cet islam, fait partie de la personnalité algérienne. Ça, il faut le dire et le réfuter. Ça fait partie de notre personnalité et nous l'avons dit, il n'est pas question d'en faire abstraction comme ça. Hein? D'un revers de manche, on n'en parle plus. Et même de la langue arabe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de la langue amazigh, mais il y avait quand même la langue arabe qui était niée, qui était dans son propre pays frappée d'ostracisme, considérée comme langue étrangère, enseignée dans les lycées comme langue étrangère. Alors le problème qui s'est posé, c'est que là, maintenant qu'on va s'organiser comme centrale estudiantine algérienne, il faut tout de même être en diapason avec les aspirations du peuple algérien et avec les aspirations de la nation algérienne. Et pour cela, il faut donner l'exemple qu'on est directement branché sur cette nation, avec son histoire, ses traditions et ses perspectives. C'est pour cela que les étudiants du Moyen-Orient étaient intégrés dans cette vision. On ne pouvait pas, il y avait des associations arabes, il fallait intégrer tout ça, mais dans le cadre de cette union nationale, ou union des étudiants algériens, mais qui regroupe sur le plan culturel, sur le plan historique, hein, tous les Algériens musulmans, et pas les Européens. Alors il y avait des Européens progressistes, il y avait des Juifs, il y avait des Français, il y avait qui disaient, nous aussi, nous sommes des Algériens. Très bien, vous êtes des Algériens, mais en attendant, si on remet en cause l'identité algérienne, on n'est pas d'accord. L'identité algérienne, il faut reconnaître le rôle de la religion musulmane, de l'islam, et reconnaître le rôle de la langue arabe. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Et alors, on a défendu cette idée, et dans la brochure dont je vous ai parlé, j'ai défendu cette idée, et j'ai ajouté dans la conclusion, le jour où l'identité algérienne ne sera plus mise en question, ce jour-là, l'Union générale des étudiants musulmans deviendra Union nationale des étudiants algériens. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé juste à l'indépendance. Et ça, c'était en 1955 qu'on a posé ce problème. Et le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très profond, parce qu'il pose l'existence d'un peuple. Est-ce que ce peuple existe ou pas? Et alors, à l'époque, ceux qui défendaient l'idée de l'UGA, c'était nos amis communistes. Nous respectons les communistes. Mais sur cette question, on n'était pas d'accord. Il dit non, qu'est-ce que c'est? Alors il dit non, il faut mettre tous les Algériens. Comment les Européens aussi sont des Algériens? Hop, 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 hop. Les Européens, mon ami, ils sont venus dans les wagons de la colonisation. C'est Bugeaud qui les a fait venir pour occuper ce pays.
Alors aujourd'hui, ils vont être considérés comme Algériens, comme ça, simplement. Il n'est pas question. D'abord, il faut que les Algériens eux-mêmes, les étudiants algériens, retrouvent leur personnalité, qu'ils approfondissent leur personnalité en connaissance de cause, et puis on verra. Mais pour le moment, il faut affirmer la personnalité algérienne. On dit, ah ben, les Berbères, mais les Berbères, je le dis dans la brochure, les Berbères d'Afrique du Nord et d'Algérie, n'est-ce pas, ont joué un rôle immense de premier ordre dans le développement de la civilisation musulmane. C'est eux qui ont lancé l'islam dans toute l'Europe. Alors, il ne faut pas... les autochtones algériens, les nord-africains, sont devenus réellement indépendants avec l'islam. Ils n'étaient pas colonisés, c'est pas vrai, on dit qu'ils étaient colonisés par les Arabes. Il ne faut pas raconter des histoires comme ça. Ah. Alors, ceci dit, le problème qui s'est posé, c'est avec Torres. Monsieur Torres, à l'époque, est venu en 1939 en Algérie et il a fait un discours fameux dans lequel il lançait l'idée de la nation algérienne en formation. Alors, la nation algérienne en formation, c'est bien, mais il disait que c'est une formation qui va intégrer le million d'Européens. C'est une nation qui va être une tchèque-tchouka, n'est-ce pas, comme il nous l'a voulu nous l'imposer. Et ça, c'est très grave. Et alors, je veux dire que l'Algérie va être une nation qui va se former dans le mélange de 20 races, textuellement. Alors, si ces 20 races doivent s'unir et fusionner pour faire une nation, il faudra plusieurs siècles encore. Il faudra attendre que se forme cette nation. Alors, là, nous avons, donc, il y a eu une brochure qui a été faite par nos amis communistes à l'époque, et nous avons répondu par la brochure. Et par la suite, ce problème s'est retrouvé quand on est allé aux négociations avec la France. On a retrouvé le même problème avec M. Jox. Il disait, mais il n'y a pas de peuple algérien, qu'est-ce que vous nous racontez? Et les Européens qui sont là sont des Algériens comme vous. Ils sont tous Algériens comme vous. Là aussi, s'il vous plaît, il y a un peuple algérien comme il y a un peuple marocain, comme il y a un peuple tunisien. Et puis, il y a un peuplement européen, étranger, qui est venu se greffer là-dessus, mais qui ne fait pas partie. Alors ça a été aussi, j'ai eu, les circonstances ont fait que j'ai eu le dossier du problème de la minorité européenne dans les négociations avec la France. Et là, j'ai eu l'occasion de rompre au moins 3 fois avec eux, parce qu'ils voulaient à chaque fois l'automaticité de la nationalité algérienne. Je dis non, on ne peut pas du jour au lendemain devenir. Alors on leur a fait une proposition, finalement, qu'ils ont accepté, que pendant 3 ans, les Français d'Algérie seront considérés comme, auront les droits, jouiront des droits civiques algériens. Ce ne seront pas de nationalité. La nationalité algérienne, on ne la donne pas comme ça. Ce sont des Français, mais qui vont jouir pendant 3 ans des droits civiques algériens, pour faire une transition. Pendant ces 3 ans, ils peuvent choisir individuellement la nationalité algérienne. S'ils la choisissent, tant mieux. S'ils ne la choisissent pas, ils peuvent rester en Algérie. Ils seront couverts par une convention d'établissement en tant qu'étrangers, comme les Français du Maroc ou les Français de Tunisie. Et c'est sur cette base que nous avons travaillé. Mais nous avons évité cette histoire de l'État dans l'État, qu'on aurait pu avoir un État binational, pratiquement. Hein, alors ils ont pensé à une solution à la libanaise, à la chypriote, à l'époque. Et nous avons rejeté tout cela. C'est pour vous dire que cette histoire du GEMA, ce n'est pas une simple affaire de M, d'une lettre, ou une affaire de religiosité qui s'affirme comme ça en l'air. Non, c'est un problème fondamental d'identitaire qui s'était posé et qui n'a rien à voir avec l'intégrisme d'aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger non plus. Ça, je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails sur cette question-là. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. Je vais prendre la responsabilité de parler au nom de la jeunesse. Donc on est fiers de vous, tous les membres de l'UGMA. On est très fiers de vous, parce que vous êtes notre histoire, vous êtes nos héros. Et aujourd'hui, je vais sortir légèrement du sujet et du contexte. Nous défendons une cause, et je vous lance un appel, c'est d'unir votre force. C'est parce que vous êtes une force, vous êtes toujours une force, et vous combattez toujours pour cette Algérie. Pardon. Donc, je vous lance un appel, c'est d'unir votre force à notre cause, qui est la libération d'un monsieur, d'un moudjahid, d'un révolutionnaire qui est condamné à mort aujourd'hui, qui est en prison, qui est malade, et ça fait 10 ans qu'il est en prison. C'est monsieur Mohamed Gharbi, et je vous demande de nous aider. Merci. Il y a une autre question. Donc, j'aimerais bien continuer de l'annoncer sur la création du GEMA. Une fois que le FM a fait l'appel à ce que les étudiants algériens rejoignent les maquis. Moi, la question que je voudrais bien poser, c'est qu'une fois les étudiants algériens sont dans les maquis, quand je parle des maquis, je parle de l'intérieur, je ne parle pas de ceux qui sont restés au niveau des frontières. Ceux qui ont rejoint les maquis d'intérieur, ont-ils réellement été reçus convenablement ou ont-ils été des indésirables? Parce qu'à travers l'histoire et dans les historiens, beaucoup de choses ont été dites concernant les étudiants algériens qui ont été victimes d'exécutions sommaires, victimes de pas mal de choses. Donc j'aimerais bien vous, en tant qu'acteur qui avez rejoint la révolution, les maquis après l'appel de FLN, est-ce que réellement vous a pris en charge convenablement ou vous a intégré dans ces maquis-là? Merci. Il y a Sylvie Djeroui qui est bien placé pour répondre. Ça donne. Ici. Omar Larjan, universitaire. Je me préparais à faire une intervention, mais celle de Reda Malek répondait à mon attente, sauf sur un petit point qui est une précision. Pour mieux faire comprendre, c'est autour de la question du M, pour mieux faire comprendre des choses des jeunes générations. Il y avait un problème aussi, d'ailleurs je suis étonné que cet argument n'ait pas été utilisé ni dans le livre, ni par les anciens, les fondateurs du GMA. Il y avait un point qui était statutaire et légal. Il l'a évoqué, Sereda, mais pas sous cet angle-là. Il faut savoir qu'il n'était pas possible de créer une association au temps du colonialisme composée de membres qu'on appelle algériens. L'association, par exemple, l'association des ulama musulmans, que l'on appelle l'association des ulama musulmans algériens, dans les textes, dans les statuts, légalement, c'est pas ce titre-là, c'est l'association des ulama musulmans d'Algérie. Les Français ne reconnaissaient pas la qualité d'Algérie. C'est une question légale, c'est une question de statut. Ça n'existe pas, les Algériens, et donc il ne peut pas y avoir un texte légal où on se définit comme Algérien. Et là, c'est une question que je pose, probablement c'est Reda pourra répondre. Les statuts de l'UGMA qui ont été déposés à Paris, est-ce que c'est l'Union générale des étudiants musulmans algériens ou bien l'Union des musulmans d'Algérie? Et cela peut expliquer beaucoup de choses, parce qu'il n'est pas possible de créer une UGEA, l'Union Générale des Étudiants d'Algérie, parce qu'elle est ouverte statutairement, n'importe quel Européen, même fasciste, même anti-indépendance, etc., a le droit statutaire d'y entrer, d'être adhérent, d'être membre. Et on ne peut pas l'appeler Union nationale, puisque l'Algérie, c'est la France. Donc c'est la seule façon de prendre un dispositif qui permette de préserver ça. En réalité, le mot musulman ici, c'est l'équivalent du mot algérien. Voilà. Et les Français, effectivement, ont imposé aux Algériens une nationalité qui était de substitution de camouflage, c'est d'être musulman. Donc c'est cette précision que j'aimerais avoir dans les statuts. Qu'est-ce qui était dit?
Voilà. Si Reda veut répondre, Mohamed Hanna de l'Université d'Alger. J'ai 3 petites questions. La première, je comprends pas. C'est une petite seconde. Je voudrais qu'on réponde aux questions d'abord et ensuite on pose d'autres questions. Alors il y a une question qui a été posée et sur disons comment ont été accueillis les étudiants qui ont rejoint les maquis à l'intérieur de l'Algérie. Si Medjaoui, qui en est un, puisqu'il était étudiant en médecine à Alger et qu'il a rejoint après la grève les maquis en Algérie, peut donner une réponse. Ensuite, on donnera la réponse à la question de la dénomination, s'il faut mettre algérien ou d'Algérie. Et là aussi, c'est très clair. Je crois que même si, sur le plan juridique, on n'avait pas le droit d'utiliser algérien, l'UGMA à sa création dans les statuts Union Générale des étudiants musulmans algériens. Et ça a été accepté à la préfecture de Paris. De la même façon, j'ai parlé tout à l'heure du M qui existait, les scouts musulmans de la SMA, ce n'était pas non plus les scouts musulmans d'Algérie, c'était les scouts musulmans algériens, SMA. La création par c'était SMA, scouts musulmans algériens. Peut-être qu'ils n'ont pas été très vigilants, les gens de la préfecture de Paris, mais en tout cas, dans le statut officiel, c'est Union Générale des étudiants musulmans algériens. Et de la même chose en ce qui concerne l'UGA. Ils voulaient créer l'Union Générale des étudiants, non pas d'Algérie, mais algériens. Parce qu'il y avait l'AGA, l'Association Générale des étudiants d'Alger, qui, elle, regroupait donc les étudiants d'Alger, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Bon, je voudrais redonner la parole à Sylvie Djaoui, on m'a des questions. Pardon. J'ai rejoint le maquis en Kabylie, en Wilaya 3, au mois d'août 56, après la grève. Donc, j'ai été reçu comme chez moi, bien mieux que chez moi. Je ne connaissais ni le kabyle, pour pouvoir, avec beaucoup de gens, je discutais en français. Mais j'ai été reçu comme chez moi. Il n'y a eu aucune différence. Et quand j'ai été pris, j'ai été en prison. Je vais raconter aussi. Le jour où notre imam dans la salle est sorti, toute la salle m'a nommé imam et j'ai fait la prière à la tête des paysans qui étaient, des journaux, des civils qui avaient été arrêtés dans le cadre du FLN. Et j'ajoute que mon ami qui était avec moi, qui est monté au maquis en Wilaya 4, il est devenu colonel de la Wilaya 4 à la fin de la guerre. Ça prouve quand même que la révolution, elle a bien traité ses intellectuels. Maintenant, il y a eu le problème de la bleuite, et ça, c'est les historiens qui doivent voir quel est le danger qu'il y avait pour régler ce problème. Qu'est-ce que la bleuite? Ils ont pu mettre la main, le colonel Léger Kenena, des services de sécurité français. Il est monté lui-même au maquis et il a arrêté dans son PC un des adjoints d'Armée Roche. Donc le danger était très grave. Et c'est un problème tellement grave que tout ce qui est arrivé, nous devons réfléchir d'abord au danger qu'il y avait pour la guerre de libération. C'est ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Et maintenant, c'est un problème d'histoire. On a entendu beaucoup de choses sur Armée Rouge, sur... bien sûr, les dégâts qu'il y a eu sont très graves. Mais en même temps, le danger pour la guerre de libération était très grave. Et ça, mon ami Youssef Khatib, qui est colonel Hassan lui-même, il n'a pas été, lui, tué. C'est un intellectuel. C'est un étudiant en médecine. Le bateau, j'étais bien reçu. Le colonel Lotfi,
c'est aussi un intellectuel, il est arrivé jusqu'à la tête de la Wilaya 5. Il ne faut pas dire des choses qui contredisent ces réalités, qui aveuglent. Voilà ce que je voulais dire. Je veux ajouter un petit point concernant le M. Passez au N cette fois-ci. Le M n'a pas empêché notre camarade Timsit, ne l'a pas empêché d'être membre de l'UGMA, d'être membre de la guerre de libération. C'est-à-dire, mais par contre, quand nous sommes devenus UNEA, moi j'étais